Tout a commencé avec Cold Steel et un écho au tribunal. Je m'appelle Malcolm Wren et j'étais assis au tribunal des affaires familiales un mardi matin, en face de mon ex-femme Tessa Vaughan. Elle portait ce même collier de perles qu'elle portait toujours quand elle voulait paraître fragile, celui-là même qu'elle avait serré contre elle lors de notre dîner d'anniversaire, le soir où elle m'avait accusé d'avoir piraté ses comptes. Aujourd'hui, elle le serrait comme s'il contenait ses mensonges et son collègue Willis. Elle se pencha en avant, les yeux cernés de fausses larmes, les lèvres tremblantes, tandis qu'elle s'adressait au juge. C'est un monstre violent. J'ai peur pour ma vie. Sa voix se brisa au mot « monstre », comme si elle avait été répétée 1000 fois devant un miroir. Son avocat, un homme élégant avec une raie parfaite et le genre de sourire qui fait croire qu'il a leurs intérêts à cœur, fit circuler une série de photos sur papier glacé. Je les connaissais déjà. Je les ai même vus, des clichés soigneusement mis en scène, au moment voulu, de fausses échymoses, des lettres déchirées comme il faut, des transcriptions de messages vocaux qui semblaient avoir été assemblés par une application de montage à moitié prix. Mon avocat m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Je m'y étais préparé, mais aucun avertissement ne vous prépare au regard des gens qui vous prennent pour le monstre dans la pièce. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas cligné des yeux. Je suis resté assis là, les mains jointes, à attendre, car j'avais appris depuis longtemps que parfois, l'arme la plus puissante qu'on puisse avoir dans une salle pleine de mensonges, c'est le silence. Le marteau du juge a frappé une fois, puis deux. Monsieur Wren, avez-vous quelque chose à dire? Sa voix était égale, mais j'entendais la tension derrière elle, le poids d'un homme qui avait vu trop de familles brisées et trop de manipulations des deux côtés de l'allée. Je ne me suis pas levé. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement glissé une enveloppe scellée sur la table, le seau de cire intact, le poids de tout ce que j'avais porté pendant l'année écoulée appuyant sur le bois poli entre nous. L'huissier la prit et la tendit au juge. Il l'ouvrit, je parcourus la première page, puis la tournai, son visage passant du blanc au pâle, à une expression proche de la peur. J'ai vu les rides de son front se creuser. J'ai vu ses mains se resserrer autour des pages, puis il leva les yeux vers Tessa, comme s'il la voyait pour la première fois. L'huissier, le juge, gronda d'une voix basse et dangereuse, « Arrêtez cette femme. » Immédiatement. Son ton avait changé, ce n'était plus le juge impartial, mais un homme qui venait de réaliser qu'il s'était fait avoir. La salle d'audience explosa de fracas. Tessa resta bouche bée, les yeux écarquillés, la main lâchée de ce stupide collier de perles. « Quoi? Non, c'est lui le menteur, » hurla-t-elle, sa voix se transformant en hystérie tandis que l'huissier s'approchait d'elle. Le visage de son avocat se détendit, comme s'il avait reçu un coup de poing. Des papiers lui tombèrent des mains tandis qu'il balbutiait quelque chose à propos de procédures régulières, de preuves, mais personne n'écoutait. Je sentais la salle bouger, tous les regards se tournaient de moi à elle, du prétendu monstre au vrai. La voix du juge trancha le chaos comme une lame. « Madame, avez-vous la moindre idée de qui est vraiment votre ex-mari » Sa question resta suspendue, lourde et définitive. La bouche de Tessa s'ouvrit, puis se referma, son visage pâlissant tandis que son regard parcourait la pièce comme un animal pris au piège. Puis le juge continua chaque mot comme un coup de marteau. Les agents fédéraux à l'extérieur veulent savoir où vous avez caché les preuves. C'est à ce moment-là que son sanglot s'éteignit. Elle laissa échapper un son étranglé, entre le sanglot et le cri, et tenta de s'éloigner de la table. Mais l'huissier fut plus rapide, les mains sur ses bras, la redressant tandis qu'elle se tordait et se débattait. Je restai immobile, telle une statue, ressentant le poids de chaque trahison, de chaque nuit blanche. Chaque instant passé à me demander si je me faisais des illusions, si j'étais paranoïaque, parce que c'était ce qu'elle avait fait, me faisait douter de moi-même, me faisait croire que c'était moi qui perdais pied avec la réalité. Mais non. Je ne l'avais jamais été. Et maintenant, enfin, la vérité se tenait au milieu de cette salle d'audience, hurlant, vêtue de talons hauts et d'un collier de perles qui n'avait jamais été autre chose qu'un bijou fantaisie. Le juge me jeta alors un regard plus doux mais toujours méfiant. « Monsieur Wren, veuillez rester assis pendant que nous réglons cette affaire. » Il regarda l'huissier. « Emmenez mademoiselle Vaughan en garde à vue, confisquez tous vos effets personnels et prévenez les agents fédéraux que nous la détenons. » Les cris de Tessa résonnèrent dans la salle, rebondissant sur les murs de marbre comme un disque rayé. Son avocat tenta de la suivre, mais le marteau du juge frappa le bois avec une force qui le réduisit au silence. « L'audience est levée », annonça-t-il d'une voix définitive. Je regardai l'huissier l'emmener, ses pieds trébuchants, ses sanglots, crus et réels, désormais. Ce n'étaient plus les larmes répétées d'une menteuse,
mais la terreur réelle de quelqu'un qui avait finalement perdu le contrôle. La salle se vidait lentement. Journalistes, avocats, passants, tous bougeaient comme autrefois. Certains me jetaient des regards curieux, d'autres évitaient complètement mon regard. Je restais assis jusqu'au départ de la dernière personne. Le silence s'enroulait autour de moi comme un linceul. Le juge s'approcha doucement de moi. « Monsieur Rennes, dit-il à voix basse. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé entre vous deux, mais je sais une chose, quelqu'un va répondre du mensonge qu'elle a proféré. » J'acquiesçai une fois, incapable de me fier à ma voix, et il me laissa seul avec l'écho de ses paroles. Je pris l'enveloppe au sel qui avait tout changé et la tournai dans mes mains. À l'intérieur se trouvaient des choses que personne dans cette salle d'audience n'aurait pu imaginer, des transcriptions d'appels téléphoniques entre Tessa et des courtiers d'ARMS, des relevés bancaires la reliant à des comptes offshore, des photos de surveillance d'un entrepôt que je surveillais depuis des mois. Des preuves qui non seulement m'innocentaient, mais déchiraient la toile qu'elle avait tissée autour de moi. J'avais passé un an à les rassembler. Chaque nuit blanche, chaque instant de doute se déversait dans ce dossier unique. Et maintenant, enfin, il avait fait son travail. Alors que je me levais et glissais l'enveloppe dans mon manteau, je sentis le poids de l'année écoulée s'enlever de mes épaules. Elle avait essayé de me détruire, de me dépeindre comme le monstre de notre histoire. Mais elle m'avait sous-estimé, car le truc avec les monstres, parfois, ce sont juste des hommes qui refusent d'être brisés. Je sortis de la salle d'audience et me dirigeai vers le couloir, la lumière plus vive qu'elle ne le devrait. Les agents fédéraux attendaient, badge brillant, le regard perçant. L'un d'eux me remercia silencieusement d'un signe de tête. Je hochai la tête en retour, la mâchoire serrée. Ce n'était pas fini, pas encore, mais la première bataille avait été gagnée et je n'étais pas près de perdre la guerre. Revenons en arrière. Il y a 8 ans, je me tenais dans une salle de bal caverneuse lors d'un gala technologique à Seattle, le genre d'endroit où des hommes avec trop d'argent et trop peu d'âme se serraient la main et échangeaient des secrets comme s'ils étaient des marchandises. Je n'étais pas censé être là en tant que moi-même. J'étais sous couverture, un consultant en cybersécurité sur le papier, mais en réalité un agent fédéral traquant des ombres, un réseau multinational de blanchiment de crypto-monnaies qui avait saigné l'argent des contrats de défense et laissé des corps dans son sillage. Mon nom était sur un badge de forge, mon historique effacé des bases de données. Ma mission était claire. Puis j'ai rencontré Tessa Von. Elle se tenait près du bar, vêtue d'une robe de soie vert foncé qui reflétait la lumière comme une lame, son rire aigu et entendu, alors qu'elle jouait avec un homme qui pensait la traquer alors que c'était l'inverse. Je l'ai observé un moment, laissant la foule se déplacer entre nous comme les vagues sur un rivage, remarquant sa façon de se tenir, comme si elle savait que tous les hommes présents tomberaient à ses pieds. Et peut-être qu'il l'aurait fait. Elle était belle, mais ce n'est pas ce qui m'a interpellé. C'était la façon dont ses yeux se posaient sur moi une fois, 2 fois, une question au fond d'eux-mêmes, comme si elle avait déjà décidé que j'étais différent. Je me suis approché d'elle avec cette confiance naturelle que j'avais pratiquée des centaines de fois auparavant. « Malcolm », ai-je dit en lui tendant la main. « Cybersécurité. » Elle a haussé un sourcil. Ses lèvres se sont retroussées en un demi-sourire. « Tessa » a-t-elle répondu. « Relations publiques. » Ses doigts étaient frais contre les miens, sa poigne ferme. C'était le premier signe que j'aurais dû reconnaître. Aucune hésitation, aucune nervosité. Elle jouait un rôle, tout comme moi. Mais j'avais passé tellement de temps sous le masque des autres que je ne pouvais pas voir le sien pour ce qu'il était. Nous avons discuté pendant des heures, passant du bar à une alcôve tranquille près des fenêtres. Elle riait à mes blagues, me parlait de ses clients, de ses influenceurs et de ses politiciens, comme si c'était des perles sur un fil. J'ai joué mon rôle aussi, en laissant juste assez d'indices sur mon travail pour la captiver, sans jamais lui laisser voir la vérité. À la fin de la soirée, elle m'a glissé sa carte dans la main, un petit rectangle couleur crème avec son nom en relief doré. « Appelle-moi », a-t-elle dit à voix basse, les yeux rivés sur les miens. Et je l'ai fait ? Dieu me vienne en aide. Je l'ai fait. Moins d'1 an plus tard, nous étions mariés. Une cérémonie rapide sur une terrasse ensoleillée, surplombant Puget Sound, juste nous deux dans le juge de paix. Pas de questions, pas de regards indiscrets. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi je ne publiais jamais de photos de nous sur les réseaux sociaux, pourquoi j'avais 2 téléphones, dont un qui ne sonnait jamais devant elle. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi je partais parfois au milieu de la nuit sans explication. Peut-être parce qu'elle avait ses propres secrets, ou peut-être parce qu'elle s'en fichait.
L'amour est une chose dangereuse pour un homme comme moi, un homme avec des ennemis que je ne pouvais nommer et une histoire que je ne pouvais pas partager. Mais je le voulais, mon Dieu, je voulais que ce soit vrai. Puis son frère, Miles Vaughn, est entré en scène, grand, large d'épaules, avec le genre de sourire digne d'un concessionnaire de voitures d'occasion. Il prétendait être un homme d'affaires, mais même le mot me semblait mauvais. Il était toujours là, s'attardant à notre table, empruntant de l'argent qu'il ne remboursait jamais, débarquant avec des histoires d'affaires. Des aventures dans les Caraïbes qui me faisaient dresser les cheveux sur la tête. Un soir, je l'ai surpris dans le garage, à observer le contenu de mon sac d'ordinateur portable comme un affamé au buffet. Je ne l'ai pas confronté. J'ai juste pris des notes, parce que c'est ce que je faisais. J'ai noté chaque détail, chaque regard suspect, chaque appel qu'il passait quand il pensait que personne n'écoutait. Et puis il y avait Harper Lynn, la meilleure amie de Tessa depuis la fac, une influenceuse, du moins c'est ce qu'elle disait. Son compte Instagram était rempli de routines de soins et de hashtags de « Boss Babe ». Mais je l'avais vue un soir dans un aéroport privé, en train de remettre un sac de sport à un homme que je connaissais grâce à une liste de surveillance d'Interpol. Je l'avais confrontée une fois, officieusement, lui demandant pourquoi elle avait besoin d'autant de téléphones prépayés. Elle avait souri de ce doux sourire faux et m'avait dit que j'étais paranoïaque. Mais le lendemain, 3 de mes collègues de l'agence avaient trouvé un logiciel espion sur leurs appareils et j'ai su que ce n'était pas du tout de la paranoïa. Et puis il y avait l'entrepôt. Cet entrepôt au sud de Seattle, niché entre un chantier naval et une rangée de bureaux abandonnés. Tessa disait que c'était pour son entreprise d'importation, de la décoration artisanale, prétendait-elle, du commerce équitable et soutenait les artistes locaux. J'avais même vu les factures, le bordereau d'expédition, qui semblait propre à première vue, mais plus je regardais, plus les chiffres ne collaient pas. Une caisse, marquée, des paniers tissés à la main pesaient 3 fois plus que prévu. Une cargaison répertoriée comme textile a été déclarée à la douane comme électronique. Des signaux d'alarme se sont succédés, mais je n'ai pas bougé. Puis j'ai attendu, car c'est le propre d'une bonne couverture, il faut attendre que le masque tombe. Et celui de Tessa commençait à tomber. Notre mariage a changé aussi. Les petits détails ont pris le dessus, les appels manqués, prétendait-elle provenir du travail, les SMS à des heures indues, les absences inexpliquées. Puis sont arrivées les plus importantes, les disputes qui commençaient sans raison, les silences glaciaux qui duraient des jours. Une nuit, au milieu d'une tempête, elle m'a hurlé dessus, d'une voix rauque et venimeuse, « Tu penses être l'intelligent dans ce mariage. Tu ne serais rien sans moi. » J'étais là, le vent claquant aux vitres, avec l'impression de regarder un étranger. Et peut-être l'étais-je. Cette nuit-là, j'ai commencé un nouveau dossier. Je l'ai appelé Opération Obsidienne. Chaque fois qu'elle mentait, chaque fois qu'elle trébuchait, je l'enregistrais. Chaque ombre dans l'entrepôt, chaque virement que je pouvais retracer, chaque appel vers un numéro qui n'existait pas. J'ai tout gardé parce qu'un jour, je savais que j'en aurais besoin. Je voulais croire qu'elle m'avait aimé un jour. Je voulais croire qu'il y avait quelque chose de vrai entre nous. Mais chaque fois que je la regardais dans les yeux, je voyais les questions qu'elle ne posait jamais et celles à laquelle elle ne voulait pas répondre. Peut-être que j'étais toujours la cible, peut-être qu'elle était toujours le mensonge, mais j'avais fait le vœu de protéger la vérité, même si cela détruisait le peu qu'il restait de nous, car dans ce monde, la vérité ne vous libère pas. Elle vous révèle juste qui est vraiment l'ennemi, et parfois l'ennemi est celui avec qui vous avez partagé votre lit. Cet entrepôt au sud de Seattle, ce que Tessa appelait son entreprise d'importation, m'a toujours semblé déplacé. C'était une vieille structure en tôle ondulée nichée entre un chantier naval et une rangée de bureaux depuis longtemps en ruine. Je passais devant en me rendant aux réunions d'agence et j'apercevais une lumière allumée à 2 heures du matin, un camion tournant au ralenti pendant des heures sans décharger. Elle avait dit que c'était pour de la décoration artisanale, des artistes locaux, de l'artisanat. Mais les factures racontaient une autre histoire, des envois trop lourds, des descriptions qui ne correspondaient pas au paiement, des transferts acheminés par des sociétés écrans et des bises. J'avais été entraîné à repérer ces choses-là, à attendre que des schémas se forment, et l'entrepôt était devenu mon casse-tête personnel. La plupart des soirs, je passais assis dans ma voiture, à un pâté de maison de là, à faire semblant de lire un thermos de café posé sur le tableau de bord. J'observais le flux des camions entrant et sortant des plaques d'immatriculation. Je mémorisais les conducteurs qui ne regardaient jamais les caméras. J'enregistrais chaque numéro d'identification du véhicule, chaque horodatage, chaque numéro de facture.
Je les comparais au registre douanier et trouvais suffisamment d'anomalies pour faire tiquer même un auditeur débutant. Suspect. J'ai tout noté dans le dossier Obsidian, qui était désormais une forteresse numérique contenant tous les mensonges que Tessa avait tenté de vendre. J'ai conservé le fichier sous plusieurs couches de cryptage, stocké sur un disque sécurisé que même Tessa n'aurait pas pu trouver et protégé par un coupe-circuit qui l'effacerait complètement s'il tombait entre de mauvaises mains. C'était un mercredi soir que j'ai vu l'Observateur pour la première fois. J'étais garé en face de l'entrepôt en train de griffonner des notes lorsque j'ai remarqué la silhouette, une grande silhouette debout près du grillage, sans uniforme, sans bloc-notes, juste les bras croisés comme s'il attendait quelque chose. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un gardien de nuit, mais j'ai ensuite vu sa façon de se déplacer, fluide, réfléchie, comme quelqu'un entraîné à disparaître à la vue de tous. Je l'ai observé à travers la lunette d'une petite paire de jumelles que je gardais dans la boîte à gants. Il scrutait les camions, prenait des notes sur un bloc-notes, marmonnait dans un petit écouteur. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais j'en savais assez pour savoir qu'il ne travaillait pas pour Tessa. Il avait la posture d'un agent, les épaules relâchées mais le regard perçant, chaque mouvement calculé. Je l'ai reconnu parce que je l'ai vécu. Une partie de moi se demandait s'il était là pour la même raison que moi, s'il avait suivi les mêmes traces qui m'avaient mené à cet entrepôt. Puis il a jeté un coup d'œil vers ma voiture. Juste un bref regard, mais suffisant pour faire monter mon pouls. Je me suis baissé, me maudissant d'avoir été négligent. Il n'a pas bougé, mais je sentais qu'il m'observait. Au bout d'une minute, il s'est retourné et a tourné au coin de la rue, disparaissant dans l'ombre. Je suis resté à terre, attendant. Quand j'ai enfin relevé la tête, il avait disparu. J'ai appelé Alena Su à l'agence le lendemain matin. Elle avait été ma bouée de sauvetage dans ce pétrin, une analyste en cybersécurité qui avait le don de repérer les schémas et le chaos. Elle m'avait aidé à constituer le dossier Obsidian, couche par couche, même lorsque mes supérieurs ne voulaient pas s'en mêler. Elle a répondu à la première sonnerie, Reine. Elle a dit de sa voix, Claire, parle-moi. Je lui ai parlé de l'Observateur, de sa façon de se déplacer, sa façon de chercher quelque chose. Elle resta silencieuse un instant, puis laissa échapper un long soupir. On dirait que quelqu'un s'intéresse à la même cible que toi, dit-elle. Tu crois que c'est l'un des nôtres, demandai-je. Un autre silence. Ou l'un des siens, répondit-elle. Et c'est cette pensée qui me fit hocher la tête. Après cela, j'ai redoublé de surveillance. Chaque nuit, je me glissais dans l'ombre près de l'entrepôt, appareil photo à la main, guettant le moindre signe de la voix de Tessa, le moindre murmure annonçant une affaire en cours. J'observais ces cargaisons, des caisses marquées d'étiquettes anodines mais aussi lourdes que des petites voitures. J'ai vu des hommes que je reconnaissais sur les listes des personnes les plus recherchées d'Interpol, des hommes qui n'utilisaient jamais la porte d'entrée et ne repartaient jamais par le même chemin. Et pendant tout ce temps, je documentais tout, photos, vidéos, journaux de bord. Je savais que je montais un dossier qui me sauverait ou m'enterrerait. Tessa a changé ces nuits-là. Elle n'était plus la même femme que j'avais épousée. Peut-être qu'elle. Elle n'avait jamais été là. Elle rentrait plus tard. Ses cheveux devaient ressembler à ceux d'une bagarre, ou pire. Ses yeux parcouraient la pièce comme un animal pris au piège. Elle m'a aboyé dessus pour un rien, d'une voix si tranchante qu'elle couperait du verre. « Pourquoi poses-tu toujours des questions » a-t-elle sifflé un soir quand je l'ai interrogée sur une facture manquante. « Tu te crois si intelligent, mais tu ne serais rien sans moi. » Ces mots ont fait l'effet d'une gifle. C'était peut-être le cas, mais je n'ai pas réagi. Je les ai classés, comme tout le reste. J'avais appris dans mon travail que la patience était plus puissante que n'importe quelle arme. J'ai laissé ces diatribes me submerger, j'ai laissé ces insultes me submerger comme l'eau sur la pierre, parce que chaque fois qu'elle mentait, elle laissait une trace, et chaque fois qu'elle essayait de brouiller les pistes, j'avais déjà 3 longueurs d'avance. J'avais une voûte noire de preuves, une forteresse de faits impossibles à réfuter au tribunal, et chaque soir, j'enrichissais tout ça. Une nuit, j'ai suivi un camion de l'entrepôt jusqu'à une piste d'atterrissage privée au nord de la ville. Le chauffeur s'appelait Ortiz du moins, c'était le nom sur sa fausse carte d'identité. J'ai regardé les caisses être chargées dans un petit avion, sans poser de questions, sans aucun agent des douanes en vue. J'ai pris des photos à la faveur de l'obscurité, mon souffle embrumé par l'air froid. Tandis que l'avion roulait sur la piste, j'ai repensé au sourire de Tessa, à son rire la première fois que nous avons dansé, et je me suis demandé si tout cela était réel. Mais le doute n'a pas duré longtemps.
Le moteur a rugi et l'avion a décollé dans la nuit, emportant Dieu sait quoi vers Dieu sait où. J'ai envoyé un SMS à Alina, le numéro de série. Quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé un lien de retour vers les ventes d'armes et les procédures. Tu avais raison. Et c'était la dernière pièce du puzzle. Tessa ne faisait pas que faire passer des décorations. Elle transportait des armes, de l'argent, peut-être même de la technologie que je ne saurais nommer. Et cet entrepôt était le cœur battant de tout cela. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé les lumières s'éteindre une à une. L'observateur, je n'étais pas revenu depuis un moment, mais je sentais sa présence comme une ombre dans mon dos. Je me demandais s'il m'observait. Maintenant, je me posais la même question que moi, quelle était la profondeur de tout cela, combien de mensonges il nous faudrait encore démêler avant de découvrir la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose de proche de l'espoir, car dans l'obscurité de cette nuit-là, je savais que je n'étais pas le seul à traquer la vérité, et cela signifiait que peut-être, juste peut-être, j'avais une chance de gagner. J'aurais dû voir le piège venir. J'avais été entraîné à anticiper les pièges, à lire les subtils changements dans le langage corporel d'une personne qui me disait que quelque chose n'allait pas. Mais avec Tessa, j'avais toujours baissé un peu ma garde, croyant, malgré tout, qu'une part d'elle se souvenait encore de l'homme qu'elle avait épousé. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas remarqué les petits détails au début, la façon dont la serrure de ma porte d'appartement semblait légèrement défectueuse un soir. L'odeur d'un parfum qui ne m'appartenait pas persistant sur mon manche de chemise. L'agencement subtil des papiers sur mon bureau, qui semblait avoir été dérangé, puis soigneusement remis en place, juste assez pour me faire savoir que quelqu'un était passé. Tout a commencé un vendredi matin, lorsque je me suis réveillé avec la lumière qui filtrait à travers les stores. La ville commençait à peine à bourdonner, avec son chaos habituel. J'ai préparé mon café, noir et amer, et je me suis assis à mon bureau pour examiner les dossiers que j'avais compilés sur l'entrepôt. Le dossier d'Obsidienne était devenu un être vivant, preuve sur preuve, une forteresse numérique que j'avais construite pour protéger la vérité. Je l'ai ouvert et j'ai ressenti cette étrange satisfaction silencieuse que j'éprouve toujours à voir les pièces du puzzle s'aligner. Mais soudain, je l'ai remarqué, une ligne de code manquante, un script trafiqué, qui aurait pu tout divulguer à quiconque savait regarder. Mon estomac s'est noué. J'ai lancé une recherche, mais le résultat est resté froid. Ceux qui avaient fait ça savaient comment contourner mes systèmes, et cela signifiait qu'ils étaient entraînés comme moi. C'est là que le courriel a commencé. Des dizaines d'entre eux tous soi-disant de moi. Des emails que je n'avais jamais écrits à des gens que je n'avais jamais contactés. Certains étaient des menaces, d'autres des aveux de choses que je n'avais jamais faites. L'un d'eux disait même que je prévoyais de faire exploser un bâtiment gouvernemental. Mon nom était sur tous. La signature parfaite. J'ai appelé Alina. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix tendue. Reine, je regarde les cadenas. Ces emails semblent provenir de votre serveur. J'ai entendu le froissement des papiers, le clic de son clavier, mais les en-têtes ne correspondent pas. C'est une parodie, mais c'est bien, sacrément bien. Celui qui a fait ça veut vous enterrer et il a les moyens de le faire. J'ai fermé les yeux, laissé la colère m'envahir, puis je l'ai refoulée. La colère était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. L'ordonnance restrictive est arrivée ensuite, délivrée par un adjoint au visage solennel, un presse-papier à la main et la pitié dans les yeux. Monsieur Rennes, vous avez été servi. Je l'ai lu une fois, 2 fois. Puis encore, des allégations de harcèlement, des menaces, un récit soigneusement élaboré qui me présentait comme le monstre que Tessa avait toujours prétendu être. C'était comme lire une histoire d'horreur écrite en mon nom. Je connaissais le jeu Tessa, où celui qui tirait les ficelles, avait retourné ma vie contre moi. Elle avait accumulé une telle trace écrite que personne ne se donnerait la peine de voir la vérité en public. Je n'ai rien dit. J'ai laissé les rumeurs circuler, les ragots se répandre comme une traînée de poudre, parce que c'est ce qu'ils voulaient pour me faire sortir, pour me faire réagir. J'avais déjà vu cette tactique, je l'avais utilisée moi-même sur des cibles qui se croyaient à l'abri derrière leurs propres mensonges. Mais là, c'était différent. C'était personnel. Tessa instrumentalisait le système, le même système que j'avais passé ma carrière à défendre, et c'était ce qui me brûlait le plus. En privé, j'ai préparé ma propre contre-attaque. J'ai appelé Alina et lui ai dit d'envoyer le dossier Obsidian à mon contact à Washington, l'agent spécial Royce. Marin Royce avait été mon agent de liaison au début, le genre d'homme qui m'a appris que la vérité est une arme,
mais seulement si on sait s'en servir. Je lui faisais plus confiance qu'à quiconque dans ma vie. Reine, dit-il en reprenant la voix, d'une voix basse et grave, j'attendais ton appel. Je pouvais presque entendre le sourire derrière ces mots. Tu t'es laissé piéger, mon fils, mais c'est plus gros que nous le pensions. Je me suis penché en avant, le poids de la ville pesant de tous côtés. Quelle taille? Demandai-je. Un silence. Puis la ligne a grésillé. Elle ne travaille pas seule, dit-il. Nous avons suivi un réseau, trafic d'armes, blanchiment de crypto-monnaies, technologie du marché noir. Ta femme n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai laissé cela pénétrer. Chaque souvenir de chaque dispute, chaque mensonge qu'elle m'avait dit, s'enclenchant comme les goupilles d'une serrure. Nous envoyons des renforts, dit-il. J'entendais l'urgence dans son ton. Mais, reine, surveille tes arrières. Si elle est aussi profonde, tu peux parier qu'elle a des gens qui te surveillent aussi. J'ai raccroché, mes doigts tremblant juste assez pour que je ferme les yeux et que je calme ma respiration. Les renforts arrivaient, mais... En attendant, j'étais seul et cela signifiait que je devais être prêt à tout. Cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, j'ai préparé un petit sac de survie, passeport, pistolet à encre incandescent, téléphone, un Glock 43 que je gardais depuis mes jours de campagne. J'ai caché le fichier Obsidian sur un disque dur sécurisé, dans un endroit que je suis le seul à connaître, car, même avec des renforts en route, je ne pouvais pas me permettre de le laisser tomber entre de mauvaises mains. Je me suis assis près de la fenêtre à regarder la rue, en dessous. Chaque ombre, une menace potentielle. La ville semblait différente maintenant. Chaque ruelle, une embuscade potentielle, chaque passant, un suspect. J'avais déjà vécu comme ça avant, mais je ne m'attendais pas à vivre comme ça à cause d'elle. À 2 heures du matin, j'ai reçu un signal sur mon téléphone, une alerte silencieuse des caméras du périmètre de l'entrepôt. Quelqu'un était là. J'ai parcouru les flux, mon pouls. Jeudi, une grande silhouette se déplaçait entre les caisses, lampe torche à la main empâtessa. Trop grande, trop sûre d'elle, j'attrapai ma veste, glissa le Glock dans ma ceinture et me glissai par la porte de derrière. L'air nocturne était froid et vif, chaque respiration me rappelait que j'étais en vie, que je me battais encore. Je traversais les ruelles, chaque pas calculé. Arrivé à l'entrepôt, je restais en bas, observant par une fente de la porte. La silhouette se déplaçait comme un fantôme, vérifiant les caisses, parcourant les factures. J'aperçus un badge accroché à sa ceinture, Fédéral issue Backup Royces People. Le soulagement m'envahit lentement. Je m'avançai vers les mains ouvertes et levai les bras pour appeler l'agent Reine. Il dit d'une voix calme et posée. Nous surveillons toute la zone. Vous êtes libre. J'exhalai la tension qui me parcourait les muscles. Quel est le plan? Demandai-je. Il fit un geste vers les caisses. Nous en avons assez pour la couler, elle est la moitié de son réseau. Mais elle avance vite. Si tu as autre chose, quoi que ce soit, il est temps de l'utiliser. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti une clé USB, Opération Obsidienne. J'ai dit, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle prépare. Il a hoché la tête, un sourire sinistre au visage. Ça y est, Reine. On l'a fait tomber. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, je m'en sortirais vivant, parce que maintenant, ce n'était plus seulement moi, c'était nous, et Tessa n'avait aucune idée de la gravité de la situation ni jusqu'où j'irais pour l'arrêter. Le matin de l'audience s'est levé gris et humide, un cliché de Seattle qui convenait trop bien à mon humeur. Je me tenais au bord des marches du palais de justice, levant les yeux vers le bâtiment qui avait vu plus de promesses non tenues que n'importe quel confessionnal. J'avais déjà franchi ces portes dans d'autres affaires, avec d'autres visages, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était ma vie en jeu. J'ai pris une inspiration pour calmer mes nerfs, puis j'ai resserré le col de mon manteau et je suis entré. La salle d'attente était pleine de voix chuchotées, de papier froissé et d'une odeur de café rassis. Je pouvais voir Tessa à travers la cloison vitrée, son avocat à ses côtés, leurs têtes rapprochées en pleine discussion. Elle portait du blanc, un choix judicieux, je devais l'admettre. La couleur de l'innocence, la couleur de la colombe qu'elle voulait que le monde voie, même d'ici. Je voyais le triple dans ses mains, la façon dont elle se tamponnait les yeux comme une femme à bout de nerfs. Mais je savais que ce n'était pas le cas. C'était son costume, le même qu'elle avait porté ce soir-là. Elle avait dit aux caméras que j'étais le monstre de notre mariage. Je me suis assis au premier rang,
mon propre avocat à mes côtés. C'était un homme bien. J'avais déjà fait appel à lui lors d'opérations où la discrétion était primordiale. Mais c'était un autre champ de bataille. Ici, les armes étaient les mots et les papiers. L'enjeu, ma liberté. J'ai scruté la salle, les journalistes avec leurs bloc-notes, la greffière avec son chignon serré et ses lèvres pincées, le banc du juge où le gave l'attendait comme une guillotine. L'avocat de Tessa se leva le premier. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il se lança dans un monologue si soigné qu'il aurait pu sortir tout droit d'une répétition d'acteur. Votre honneur, sa voix s'éleva d'un ton mêlé de sympathie et d'indignation. Ma cliente a enduré une peur inimaginable aux mains de Monsieur Rennes. Elle a été traquée, harcelée, menacée et diffamée par celui qu'elle appelait autrefois son mari. Il se tourna et fit un geste vers Tessa, qui renifla délicatement, une larme coulant sur sa joue. Il continua à énumérer les faux courriels, les messages vocaux trafiqués, la chronologie soigneusement élaborée qui me présentait comme un prédateur tapi dans son ombre. Chaque mensonge était un coup dur, chaque demi-vérité un poignard dans le ventre, et je laissais faire parce que c'était le plan. J'avais besoin que le mensonge s'étende au maximum pour l'encercler comme un nœud coulant. Puis vint Madame Ellison. C'était une de nos voisines à l'époque où Tessa et moi vivions ensemble. Une douce chevelure blanche, toujours prête à cuisiner des biscuits pour les fêtes. J'avais aidé son fils une fois, je lui avais prêté de l'argent pour le sortir d'une arnaque aux crypto-monnaies qui l'aurait ruiné. Elle a témoigné, les mains tremblantes, serrant son sac à main. Je l'ai vu, a-t-elle dit, la voix tremblante. Il se tenait devant mon immeuble, observant tel un prédateur. Ses yeux se posèrent sur moi, puis se détournèrent. La honte dans son regard. J'ai ressenti cela comme un coup de poing, mais je n'ai pas bronché. Je ne pouvais pas me le permettre. Mon avocat s'est levé, la voix posée, Madame Ellison, n'est-il pas vrai que votre fils doit plus de 12 000 $ à Monsieur Rennes pour un prêt impayé? Elle a cligné des yeux, ses lèvres remuant silencieusement. Je ne sais pas, a-t-elle balbutié. Mon avocat a hoché la tête, calme comme un chirurgien. Il est donc possible que votre témoignage d'aujourd'hui soit influencé par des préoccupations financières. Elle a remué sur son siège, je sursautai. Le juge s'est penché en avant, le visage dur. Madame Ellison a répondu à la question. Sa voix est devenue un murmure. Oui, je suppose que c'est possible. J'ai expiré. Je n'avais pas réalisé que je retenais. Mon avocat s'est assis et le juge s'est tourné vers moi. Monsieur Rennes, avez-vous quelque chose à présenter? Je me suis levé. Mes jambes semblaient stables, le poids de la clé USB dans ma poche, un rappel froid. Des mois que j'avais passés à rassembler des preuves. Je me suis dirigé vers le banc du juge, chaque pas posé. J'ai glissé l'enveloppe sur le bois poli. J'avais l'impression que tout ce que j'avais retenu se résumait à ce seul geste, les mois d'observation, d'attente, de documentation. Le juge a pris l'enveloppe, brisant le seau de cire d'une main experte. À l'intérieur se trouvait la clé USB, une déclaration sous serment de l'agent Royce Marin décrivant l'enquête sur le réseau de Tessa. Une transcription partielle d'un appel intercepté entre Tessa et un courtier en armes à Prague. Une voix, incontestablement la sienne, s'enquérant des dates de livraison et des codes biométriques. Le juge lut en silence. Son visage, un masque de pierre. Il tourna les pages lentement, les sourcils froncés à chaque mot. La pièce sembla se rétrécir, l'air lourd de tension. Finalement, il leva les yeux, le regard perçant. Cette audience est terminée, dit-il d'une voix aussi froide que l'acier du marteau. Il se tourna vers Tessa, le visage figé dans une profonde incrédulité. Mademoiselle Vaughn, s'il vous plaît. Lève-toi. Elle se tenait là, tremblante. Vous êtes par la présente placée en détention fédérale, sous le coup d'une enquête plus approfondie. Balef, prenez-la en garde à vue, son avocat a pulvérisé des mots tombant de sa bouche comme un verre brisé. Non filtré. L'outil qu'elle avait aiguisé pour me couper maintenant lui a tourné. Evie, Monsieur Corin, a-t-il dit, sa voix mesurée. Cette affaire est maintenant entre les mains des autorités fédérales. Vous êtes libre de partir, mais je vous conseille de rester disponible pour plus de questions. Survit le piège. Enveloppé, et pendant un long moment, je n'ai pas pu bouger. Tessa était partie, prise par les fédéraux, ses cris résonnant dans cette salle d'audience froide et en marbre, mais je savais que ce n'était pas fini, pas même proche. Elle n'avait pas été après la vengeance.
C'était la partie la plus difficile à avaler tout ce temps. Toutes ces larmes, les mains tremblantes, les fausses ecchymoses, elle avait été une distraction. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, douce et ruse, continuer à regarder l'homme dans le miroir tandis que le vrai prix sort de la porte arrière, et le prix qui était le micro-lecteur classifié qu'elle m'avait volé il y a 6 mois, celui que j'avais presque saigné à Berlin. Je me souviens de la nuit où il a disparu aussi. Notre dernier dîner d'anniversaire, elle avait porté ce collier de perles, ce même qu'elle avait l'habitude de se rendre fragile au juge. Elle avait commandé du champagne grillé à nous, et plus tard, dans l'ombre de notre chambre, elle avait atteint ma mallette. J'avais été à moitié endormi, ivre sur l'illusion de la confiance, et je n'avais pas vu l'interrupteur. Au moment où je me suis rendu compte que le lecteur manquait. Elle était partie, ne laissant qu'un baiser froid sur ma joue et une note qui disait « Ne soyez pas fou ». Dieu, je voulais croire que c'était une erreur. Mais Tessa n'a pas fait d'erreur. Elle a fait des plans. Je me suis éloigné du palais de justice et j'ai marché jusqu'à ma voiture, la ville bourdonnant autour de moi comme une ruche. J'ai ressenti des yeux sur moi partout, les journalistes avec leurs questions, les agents dans leurs voitures non marquées, les fantômes de mes propres regrets. J'avais passé des années à construire ma réputation et en quelques jours, elle a essayé de le déchirer en lambeaux, mais je n'étais pas le genre d'homme qui s'est cassé facilement. Elle m'a appris cela à sa manière tordue. J'ai sorti mon téléphone et composé à Lina. Elle a répondu sur le premier anneau sa voix serrée, « Malcolm ». Elle a dit, « Vous, d'accord ». J'ai penché ma tête en arrière en laissant la pluie glisser sur mon visage. « Définissez, d'accord », murmurai-je. Elle a soupiré, le contrôle des dégâts de l'agence Royce est adossé avec le groupe de travail conjoint. Il veut que vous sachiez. Il a le dos. J'ai avalé l'amertume dans ma gorge. Ce n'est plus seulement moi, Alina. Elle n'est pas venue après moi parce qu'elle voulait que je ne sois pas hors de la photo. Elle est venue après moi parce qu'elle avait besoin de temps pour couvrir ses traces. Alina était silencieuse pendant un moment. Puis sa voix se durcit. Le micro-lecteur. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Elle l'a volé il y a 6 mois. Il est sans valeur sans la clé de décryptage. Mais elle ne sait pas que j'ai installé un coffre-fort de l'échec le jour où je l'ai obtenu, divisé la clé entre 3 disques séparés et les ai enterrés dans des endroits même qu'elle n'a pas pu trouver. Je pouvais pratiquement l'entendre sourire par téléphone, classique, reine. J'ai fermé les yeux. C'est plus que ça, Alina. Si elle découvre comment contourner le coffre-fort de l'échec, elle aura accès au plan biométrique. Ce projet n'est pas seulement top secret, c'est un gamechet. Les systèmes de défense aillent entièrement automatisés au-delà de tout. Nous le ressentons. Si ces données fuisent, ce ne sera pas seulement ma tête sur un bloc de coupe. Ce sera. Chaque fois, elle laissa échapper un coup de sifflet bas et vous pensez qu'elle est de l'aide. J'ai hoché la tête. Elle a travaillé avec un courtier d'armes à Prague, du moins c'est ce que les interceptions de Royce suggèrent, mais le plus grand blanchiment de cryptographie du réseau, Black Market Tech, et elle est l'araignée au milieu de tout cela. La voix d'Alena était ferme, maintenant toutes les affaires. Ensuite, nous devons la fermer en permanence. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé les gouttes de pluie glissant dans le pare-brise. Oui, j'ai dit, mais je dois d'abord m'assurer que le lecteur ne vaut rien, et cela signifie s'assurer qu'elle ne trouve jamais la clé. J'ai terminé l'appel et j'ai regardé les lumières de la ville au-delà du verre. Je me suis souvenu de la nuit où j'avais installé le coffre-fort de l'échec courbé sur mon ordinateur portable en pleine nuit, le disque dur, le seul son dans la pièce. J'avais divisé la clé de décryptage en 3 pièces, une cachée dans un serveur sécurisé de l'agence, une enterrée dans un coffre-fort à Zurich sous un faux nom et un encodé dans une phrase. Seulement, je comprendrais une vieille phrase de code de mes jours à Berlin. Tessa avait toujours été intelligente, mais elle n'avait jamais craqué ce code. La pensée de cela m'a donné un ruban de satisfaction. Même si elle a trouvé le lecteur, elle regarderait des lignes de données dénuées de sens à moins qu'elle n'ait la clé et qu'elle devrait me passer par moi pour l'obtenir. Mais je ne pouvais pas me mettre à l'aise, car Tessa n'a jamais joué juste et elle n'a jamais joué seule. J'ai traversé la pluie, la ville broyant le passé dans des stries de rouge et d'or. Mon esprit s'est produit avec toutes les possibilités, tous les angles. Elle était assez intelligente pour savoir que le lecteur était sans valeur sans la clé. Mais elle serait aussi assez désespérée pour essayer quoi que ce soit, et avec le réseau qu'elle avait construit, elle aurait des ressources que je ne pouvais même pas imaginer. Je me suis garé à l'extérieur de mon appartement et je me suis assis là pendant longtemps, le moteur cochant alors qu'il refroidissait.
J'ai pensé à Tessa, de la façon dont elle m'avait souri ce soir-là à Prague quand je lui ai parlé du travail qui m'avait emmené pendant des semaines. Elle avait enroulé ses bras autour de moi, pressa ses lèvres à mon oreille et chuchota, « Un jour, je te ferai payer pour chaque mensonge que tu m'as jamais dit. » À l'époque, je pensais que c'était une blague, mais maintenant chaque mot ressemblait à une prophétie. À l'intérieur de l'appartement sentait le vieux café et l'adrénaline. J'ai posé le Glock sur la table, vérifié les serrures, puis j'ai tiré le micro-lecteur de sa cachette dans le mur sécurité. C'était un simple morceau de technologie, le boîtier noir, un seul port, pas de marquage pour suggérer la valeur qu'il détenait. J'ai passé mes doigts dessus, en pensant à toutes les nuits que j'avais passées à la garder, à toutes les vies qui pourraient être sauvées ou détruites par les données qu'il contenait. J'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai propulsé. The Felsaf s'est immédiatement déclenché, demandant la clé que j'avais construite à partir de 100 fragments de mes dates, des noms, des moments. Seulement, je savais que je suis entré dans la première partie, celle stockée sur le serveur d'agence. L'écran clignote, le coffre-fort de l'échec confirmant l'entrée. Un vers le bas, 2 à faire. La deuxième partie a été stockée à Zurich. Je devrais y aller moi-même. Aucun courrier ne pouvait faire confiance à ce qui était en jeu. Et la troisième partie? C'était la phrase de code. Je me suis chuchoté à moi-même, en testant la façon dont il se sentait sur ma langue. C'était le nom du café où j'avais rencontré Roy pour la première fois à Berlin, un endroit simple avec le pire café et les meilleurs souvenirs. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le micro-lecteur dans ma main. Tessa pensait qu'elle avait volé la clé du royaume. Elle pensait qu'elle pouvait l'échanger contre la liberté, le pouvoir, peut-être même pour ma tête sur une assiette. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais construit la seule chose qu'elle ne pouvait jamais simuler, jamais dupliquer, le coffre-fort qui a rendu le lecteur sans valeur sans moi. Elle voulait me détruire. Elle voulait que le monde croie que j'étais le monstre, mais à la fin elle avait fait une erreur, elle avait sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. Et maintenant c'était à mon tour de reprendre la vérité. Le matin après l'épreuve de force de la salle d'audience, je me suis retrouvé à regarder le plafond, incapable de secouer le bruit des cris de Tessa alors que le bawaf les traînait. Elle a si bien joué son rôle, robe blanche, voix tremblante, larmes de crocodile. Mais maintenant, le rideau avait chuté et le vrai spectacle allait commencer, car même si les fédéraux l'ont laissé partir, je savais qu'elle ne travaillait pas seule. Elle n'a jamais eu. Elle avait construit un réseau de comptes d'ombre, crypto, des gouttes mortes, des voix dans l'obscurité, et au centre de ce réseau, comme une araignée dans un web, était Harper Lynn. Harper était le meilleur ami de Tessa depuis l'université, ou du moins c'est ce qu'elle a prétendu. J'avais toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'elle. C'était le genre de femme qui sourit avec ses dents mais jamais ses yeux. Le genre de femme qui portait 3 parfums différents selon les mensonges qu'elle vendait ce jour-là. Elle avait été à chaque dîner, chaque célébration, toujours avec un compliment parfaitement chronométré et un rire poli. Je l'avais rattrapée une fois dans la chambre d'amis qui traverse mes fichiers. Elle avait dit qu'elle cherchait un chargeur. J'ai fait semblant de la croire. Après l'audience, je suis retourné dans mon appartement et je me suis versé un verre, bourbon soigné. J'avais besoin de la brûlure dans ma gorge pour me rappeler que j'étais toujours en vie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et remonté le dossier de l'Obsidienne, My Lifeline, ma police d'assurance. Le flux de l'entrepôt était mort il y a 2 heures, juste après que l'agent a balayé l'endroit. Mais j'avais encore des yeux sur Harper. Alina avait installé un tracker sur son téléphone il y a des semaines, caché dans une carte d'anniversaire que je lui avais remis moi-même. J'ai regardé son petit point bleu se déplacer à travers la carte, d'abord dans son loft au centre-ville, puis dans un petit café de Pioneer Square. Alors rien. Le signal a coupé comme une bougie dans le vent. J'ai appelé Alina. Elle a répondu sur le premier anneau. Elle est devenue sombre, j'ai dit ma voix à plat. Alina maudit dans son souffle. Je pensais qu'elle serait la première à gras. Elle a dit qu'elle avait la moitié des clés de cryptographie des comptes d'entrepôt. Je laisse cela couler, et probablement un morceau de contact du marché noir aussi. J'ai marmonné. Elle essaiera de disparaître, mais elle est trop bâclée pour se déplacer complètement. Je me penchai en arrière sur ma chaise en regardant le plafond. Les souvenirs se sont précipités. Harper au galop où j'avais rencontré Tess, son rire trop fort. Harper à notre mariage, tenant le voile de Tessa comme une demoiselle d'honneur. Un soir, on ne lui avait jamais demandé d'être Harper dans notre cuisine, me disant qu'elle avait toujours connu que Tessa méritait mieux. Cette nuit-là,
elle avait porté un chemisier blanc qui sentait le parfum de ma femme. J'aurais dû savoir alors. La voix d'Alena m'a tiré en arrière. J'ai couru une trace sur son dernier emplacement connu. Elle a dit qu'elle avait fait un transfert de fil via un compte Shell en bise, essayant probablement de déplacer des fonds avant que le fédéral ne gèle tout. J'ai fermé les yeux, imaginant l'entrepôt, les registres que j'avais reconstitués. Elle utilise le livre de jeu de Tessa, j'ai marmonné. Disparaître l'argent, disparaître elle-même. Et puis quel nouveau nom? Nouveau pays? Le silence d'Alina était une réponse suffisante. Elle a finalement déclaré, nous avons une chance d'intercepter le transfert, mais nous devons nous déplacer rapidement, et vous êtes la seule à la connaître assez bien pour prédire son prochain mouvement. J'ai drainé le verre et l'ai posé avec un THK. Dites-moi où elle va, dis-je. 1 heure plus tard, j'étais à l'aéroport de Seattle-Tacoma scannant la planche de départ pour les vols vers Rome. C'est là que la chute des morts était une boîte de bureau de poste abandonnée. J'avais signalé il y a des mois, à l'époque où Tessa avait commencé à canaliser la crypto via les comptes de Harper. J'ai acheté un billet de dernière minute sur un Roday et j'ai glissé la sécurité avec la même facilité. J'avais pratiqué dans chaque aéroport de Berlin à Bogota. Dans l'avion, j'ai regardé la mer devant moi, traversant chaque conversation que j'ai jamais eue avec Harper, elle avait toujours été la seule à poser les questions, celle qui a sondé un peu trop profond, souri un peu trop facilement. J'avais répondu à ces demi-véhicules avec la moitié de moi-même. Mais c'était toujours une danse, 2 prédateurs tournant en attendant que l'autre glisse. Je l'avais sous-estimé comme j'avais sous-estimé Tessa. C'était mon erreur, et maintenant j'allais le réparer. Rome était un dédale de vieilles rues et d'ombres, le genre de ville où le passé chuchotait les pavés. J'en avais déjà été une fois sur un travail qui s'est terminé par une fusillade dans un CLT à 20, mais cette fois, je chassais quelque chose de plus dangereux que n'importe quel tireur. Je me suis dirigé vers l'ancien bureau de poste. Ses fenêtres sombres, l'odeur de la poussière et le vieux papier épais dans l'air. J'ai trouvé la boîte facilement, une petite porte en métal avec un numéro qui ne signifiait rien à personne d'autre que moi et Harper. Je l'ai forcé à ouvrir avec une petite barre de prix, la serrure cédant avec un clic doux. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe, épaisse et jaunie. Je l'ai retirée, mes mains stables. À l'intérieur se trouvait un lecteur flash, un anneau clé et une note dans l'écriture de Harper. Vous avez toujours pensé que vous étiez plus intelligent que moi. Voyons si vous êtes assez intelligent pour rester en vie. La note ressemblait à un coup de poing à l'intestin. J'ai glissé le lecteur dans ma poche, scannant les ombres. Harper était là, je pouvais le sentir. Elle avait toujours aimé le frisson de la poursuite, la danse du prédateur et de la proie. Je suis sorti dans l'allée, mon souffle se moquant de l'air frais de nuit. Bonjour Malcolm, une voix ronronnante de l'obscurité. Elle s'avança, ses cheveux tirés en arrière, les yeux brillants de triomphe. J'ai toujours su que cela se résumerait à cela. Elle tenait un petit pistolet, le baril entraîné sur ma poitrine. Vous pensez que vous pouvez simplement vous éloigner, a-t-elle demandé, la voix basse et régulière. Vous pensez que vous pouvez laisser Tessa derrière un jouet cassé. Elle vous a fait Malcolm, elle vous a tout donné. J'ai senti mon pouls stable, mon entraînement prenant le relais. Je lui ai tenu le regard, ma propre main se glissant sur le Glock à mes côtés. Elle ne m'a fait rien d'autre qu'une marque, j'ai dit. Et vous étiez son chien de tour. Elle a ri. Puis le meilleur temps, vous pensez toujours que le héros est le meilleur. Accroupie là-bas pendant un long moment en regardant la femme qui a essayé de me terminer. Elle avait été une amie une fois, ou du moins une ombre. Maintenant, elle n'était qu'un autre nom dans le fichier, un autre morceau de l'empire cassé de Tessa. J'ai ramassé le lecteur flash, le tenant à la lumière, la clé du reste de son réseau, peut-être la pièce finale du puzzle. J'ai appelé Alina, ma voix calme. C'est fait. J'ai dit, Harper est mort. J'ai le lecteur. Elle n'a pas demandé si j'allais bien, elle connaissait la réponse, rentrée à la maison. Elle a dit que nous n'avons pas encore fini. Je baissai les yeux sur le corps de Harper, puis le haut du ciel romain. La bataille était terminée, mais la guerre était encore à moi pour me battre et je n'allais pas m'arrêter jusqu'à ce que chaque mensonge soit exposé. Zurich, une ville construite sur des secrets et des coffres de banque, où de l'argent ancien et de nouveaux crimes se sont croisés comme des amoureux dans l'obscurité. J'avais volé sous un faux nom, en utilisant l'un des nombreux passeports que j'ai gardés pour des urgences comme celle-ci. L'air sentait la pluie et la pierre froide, le genre de parfum qui vous a dit que vous arriveriez au bon endroit pour les réponses ou le mauvais endroit pour faire une erreur.
J'avais passé la moitié du vol à tourner les limites dans mon esprit, en pensant à la note de Tessa, vous en saviez toujours plus que ce que je vous en accorde, mais vous n'étiez jamais le monstre. J'ai eu la chance de le prouver. Je pouvais toujours voir son écriture, ce script soigné et incliné qu'elle avait utilisé pour signer des cartes d'anniversaire et des listes d'épicerie. Toujours la femme parfaite, le menteur parfait. Le coffre-fort était sous le nom de Emren, un détail que j'avais créé il y a des années, à l'époque où j'ai réalisé pour la première fois que les gens que j'aimais le plus pouvaient être ceux qui m'avaient ruiné. Un plan de repli, un endroit pour enterrer les pires vérités. Le nom sur la clé de voûte correspondait au faux passeport dans ma poche, un mensonge soigneusement construit que j'avais porté pendant des années. J'ai dit à Tessa une fois que parfois le seul moyen de survivre dans ma ligne de travail était d'être le meilleur menteur de la pièce. Elle avait souri à cela, a dit que c'était la chose la plus honnête que je lui ai jamais dit. Elle avait toujours su que la ligne entre la vérité et la fiction était plus mince qu'une lame de rasoir. Et maintenant j'étais ici à cause d'elle. La banque elle-même était des planchers en marbre vieux et poli, des accessoires en laiton qui brillaient même dans la lumière grise, un endroit construit pour rendre l'argent en sécurité même si le monde extérieur était en feu. J'ai franchi la porte tournante, sentant le poids de la presse de la ville et autour de moi, mon reflet m'a regardé à une centaine de surfaces polies. Un homme dans un manteau sombre, ses yeux tranchants, sa mâchoire serrée, un homme qui avait trop vu pour faire confiance à quoi que ce soit à leur valeur nominale. Guthan Morgan, le greffier, m'a salué. Son accent croustillant. Je lui ai remis la clé. Mes doigts stables. Il a de l'inhumation, j'ai dit l'allemand, se sentant étranger sur ma langue. Elle hocha la tête, tapant quelque chose dans l'ordinateur. Un léger vert cligna des yeux, mais Fulguin semble. Elle m'a conduit dans un couloir étroit, des bureaux passés remplis d'hommes en costume et de femmes avec des yeux comme des faucons. À la fin du couloir, une épaisse porte en acier se profile, un coffre-fort construit pour résister à la guerre, au tremblement de terre, à la trahison. Elle a pressé sa main au scanner. La serrure se désengageait avec un sifflement calme et la porte s'est ouverte. À l'intérieur, le coffre-fort était bordé de rangées de petites boîtes identiques, chacune une histoire attendant d'être racontée. Elle a fait un geste vers la boîte 347, c'est à vous. J'ai inséré la clé, le froid du métal contre ma paume. Le verrou a cliqué sur ouvrir et j'ai glissé la porte en arrière. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe de manille, son volet scellé avec de la cire. Je l'ai retiré, en sentant le poids dans ma main, une vie condensée en quelques grammes de papier et de plastique. Je me suis assis à la petite table que la banque a fournie et brisé le seau. À l'intérieur se trouvait une lettre d'An. L'écriture de Tessa, un passeport avec son nom et une pile de crypto-monnaies. Portefeuille froid. Mais c'est le micro-lead qui a fait tourner mon sang. Il était assis là, noir et sans prétention, un morceau de plastique et de métal qui pourrait faire tomber les gouvernements, si les données à l'intérieur voyaient la lumière du jour. J'ai d'abord pris la lettre. Sa voix était, à chaque mot, ce même mélange de charme et de venin qui avait m'a fait l'aimer et la détester dans une égale mesure. Vous en saviez toujours plus que ce que je vous en ai donné. Mais tu n'étais jamais le monstre. J'étais. Bonne chance le prouver. Un rire amer a échappé à mes lèvres. Elle savait que je le trouverais. Elle voulait que je le fasse. Peut-être que c'était sa dernière pièce, sa dernière torsion du couteau pour me montrer à quel point sa trahison est profonde, pour prouver que même maintenant elle pourrait me faire danser sur son mélodie. J'ai tourné mon attention vers les portefeuilles froids, dont 3 tenant chacun suffisamment de crypto pour acheter un petit pays, de l'argent du sang volé dans les accords d'armes et les transferts technologiques blanchis par de fausses organisations caritatives et des sociétés écrans. J'ai reconnu les adresses. Certains d'entre eux m'avaient tracé, d'autres que j'avais seulement deviné. Elle les avait laissés pour moi comme la chapelure, comme une promesse que le jeu n'était pas encore terminé. Mais c'est le micro-drive qui a exigé mon objectif. Je l'ai retourné dans ma main, mes reflets me regardant de sa surface lisse. Les plans biométriques se trouvaient à l'intérieur des systèmes de défense de l'IA, reconnaissance faciale algorithme, protocole d'apprentissage en profondeur qui pourrait révolutionner la façon dont les nations ont combattu les guerres ou la façon dont ils contrôlaient leur propre peuple. J'avais passé des mois à chasser cette conduite, sachant que dans les mauvaises mains, cela pourrait changer le monde, et non pour le mieux. Mais Tessa n'avait pas connu le coffre-fort de l'échec. Elle avait pensé qu'elle était intelligente, qu'elle pouvait utiliser la campagne pour acheter sa liberté. Mais sans la clé de décryptage, il était sans valeur, un morceau de plastique mort qui aurait tout aussi pu être un papier et la clé. Elle n'avait même jamais su qu'elle existait, et encore moins comment la trouver.
J'ai ressenti une vague de sombre satisfaction alors que je glissais le trajet dans ma poche intérieure. Pour toute sa planification, elle n'avait jamais pu voir au-delà de sa propre réflexion. Elle pensait qu'elle pouvait me déjouer. Elle avait pensé qu'elle pouvait construire un monde sur des mensonges et s'attendre à ce que la vérité se retourne et meure. Mais la vérité avait des griffes. Je me penchai en arrière sur la chaise, fixant la porte du coffre-fort. Un garde se tenait à proximité, les yeux sur moi, sa main reposant sur le cul de son arme de poing. Je lui ai donné un signe de tête poli et il l'a rendu, professionnel et silencieux. J'avais été cet homme une fois, un soldat dans l'ombre, en regardant des menaces qui pourraient ne jamais venir. Mais maintenant j'étais la menace, l'homme avec les secrets que personne ne voulait voir. J'ai pensé aux derniers mots de Tessa avant qu'elle ne disparaisse, vous ne saurez jamais qui sont vos vrais ennemis. Elle avait mené comme une raillerie, mais elle avait eu raison. Je ne savais pas qui elle avait corrompu, qui elle avait payé, qu'elle a fait chanter, mais je le savais. Je ne m'arrêterai pas tant que chaque dernier fil de son réseau a été démêlé. J'ai emballé l'enveloppe dans le coffre-fort et l'ai à nouveau verrouillé. Le greffier de la banque attendait quand j'ai émergé. Elle m'a fait un sourire poli et m'a ramené dans le hall, ses talons cliquant sur le sol poli comme un métronome comptant jusqu'à quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. À l'extérieur du Zurich, l'air se sentait plus froid que je ne m'en souvenais. J'ai tiré mon manteau serré et j'ai commencé dans la rue, le poids du micro conduire lourd dans ma poche. Je savais que les fédéraux se fermaient sur le réseau de Tessa, mais je savais aussi qu'ils seraient trop lents, trop prudents. Ils attendraient les mandats de la chaîne de garde. Je n'avais pas ce luxe. J'ai sorti mon téléphone et composé à Lina. Elle a répondu sur la première bague, sa voix urgente, « Dites-moi que vous l'avez. » Je l'ai. Dis-je, mon haleine se brouillant dans l'air froid. Et plus que cela, j'ai ses aveux. Elle a admis qu'elle était le monstre. Je le tiens dans ma main. Il y a eu une pause. Puis la voix d'Alena s'est adoucie. Et c'est Big Malcolm. C'est tout, pas tout, dis-je, scannant la foule. Elle est toujours là-bas, Alina, quelque part, et elle a toujours des gens qui croient en elle. J'ai besoin de terminer cela. Je dois m'assurer qu'elle ne peut blesser personne. Les bus, les touristes prenant des photos des vieilles églises, mais tout ce que j'ai vu, la mission, le chemin qui m'a conduit ici. Ciel, des ponts qui ne mènent nulle part, des visages qui se sont détournés au premier signe de problème. C'était l'endroit idéal pour vous cacher si vous ne vouliez pas être trouvé, et Tessa, dans sa ruse infinie, l'avait choisi pour son dernier stand. Je l'ai suivi ici à travers une piste monétaire qui rire de désespoir, des comptes cryptographiques essuyés, des sociétés d'échappement s'effondrent comme des maisons de cartes, des contacts se taissent. Un par un, j'ai reconstitué son chemin à travers des gouttes mortes et des messages codés. Chaque étape, un témoignage du chaos qu'elle a essayé de créer. Mais à la fin, même elle ne pouvait pas dépasser le filet autour d'elle. Je l'ai trouvée dans une galerie au large d'une rue étroite près de San Marco, où l'art sur les murs était trop cher et le mécène sentait de l'ancien argent et du temps volé. Elle a pris le nom de Sabrina Gay, un conservateur de galerie avec un sourire parfait et un faux accent sans faille. Elle avait toujours été douée pour jouer des rôles, et ici elle portait celle-ci comme une seconde peau. Elle a déménagé parmi les peintures qui saluent les ambassadeurs et les politiciens sirotant du vin, comme si elle n'avait jamais été la femme qui avait essayé de vendre un micro-lecteur avec suffisamment de données classifiées pour déclencher une guerre. Je me tenais à la porte la regardant. Elle ne m'a pas vu. Au début, ses yeux étaient sur un homme en costume de la marine, un dignitaire mineur. Elle travaillait comme une marque. Son rire était doux et authentique, le même rire qu'elle avait l'habitude de me convaincre qu'elle m'aimait. Une fois que j'ai laissé ce son me laver, un rappel de chaque mensonge qu'elle avait jamais dit. Lorsque nos yeux se sont rencontrés, elle n'a pas tressailli. Elle sourit juste, ce sourire lent et dangereux, et leva son verre dans un toast silencieux. Malcolm, dit-elle sa voix lissant. Soit. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis plein de surprises. J'ai répondu, entrant dans la pièce autour de nous. Le bavardage a continué, inconscient de l'histoire entre nous. Je pouvais voir les agents dans les coins maintenant, leurs costumes trop tranchants, les yeux trop alertes. Quitter le sentier. Peut-être que tu voulais que je te trouve. Son sourire s'estompa et pendant un moment j'ai vu la femme derrière le masque, celle qui avait partagé mon lit, chuchoter mon nom dans l'obscurité, m'a promis pour toujours. Mais cette femme était partie, enterrée sous trop de mensonges. Tu n'es pas l'homme que je me suis marié, a-t-elle dit. Silencieux et efficace, elle ne se battait pas 10 ans pour le complot et la fraude Harper.
Le chapitre moi-même. Le reste de son réseau est toujours en train d'être démêlé, mais c'est comme chasser les ombres, chacun mène un autre fantôme en attendant de disparaître. Je travaille toujours avec l'agence, mais pas dans la façon dont je le faisais. Plus de travail sur le terrain, plus d'identité d'infiltration. Je suis Malcolm Reign, l'homme qu'il pensait être un fantôme, l'homme qui a traversé le feu et est sorti de l'autre côté avec des cicatrices que personne ne peut voir. Certaines nuits, je m'en éveillais en regardant le plafond et je peux encore entendre la voix de Tessa chuchoter dans l'obscurité. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que l'homme est mort le jour où elle a transformé ma vie en une salle d'audience, mais celle qui est sortie de l'autre côté. Il est plus net, plus fort et il ne sera plus jamais pris au dépourvu. Sur mon mur, dans un cadre noir simple, accroche l'enveloppe qui a tout commencé, le titre de ce monstre au cerveau de la salle d'audience. Je laisse les gens décider par eux-mêmes, parce que j'ai appris que la vérité n'a pas besoin défense. Il a juste besoin de temps pour faire ses preuves. Je laisse donc le silence parler, car parfois la chose la plus bruyante au monde est le son d'un homme qui refuse d'être brisé.